Bonjour, donc Laurent Haas, vous avez fait un film Bonheur Terre Promise. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui se pose des questions existentielles sur le sens de la vie et ce qui peut nous rendre heureux. Et pour aller chercher des réponses, il décide de traverser le pays qu'il habite à pied, d'une frontière à l'autre. Alors ce petit bonhomme, c'est moi, et le pays, c'est la France. Vous avez mis combien de temps pour faire ceci? Pour faire le voyage, 3 mois. Pour faire le film, beaucoup plus, puisqu'il a fallu le monter, dérocher les dizaines et dizaines d'heures tournées pendant le voyage et faire 18 semaines de montage, quelque chose comme ça, plus le mixage. Donc on va dire de l'idée jusqu'au film, il s'est écoulé plusieurs années, mais le voyage lui-même, c'était 3 mois. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce voyage? Les rencontres, hein, évidemment, la redécouverte d'un pays dans lequel je vis, mais qu'en fait je ne connais pas parce que dans la vie, au jour le jour, au quotidien, on a trop d'activités qui font qu'on n'a même pas le temps de regarder son paysage. Donc le fait de marcher à pied et donc de prendre mon temps m'a permis de redécouvrir et le pays, la beauté de la France et la grandeur d'âme des gens qui habitent ce pays, quoi. Vous avez été accueilli chez des gens alors? Ça s'est passé comment? C'est ça, le but c'était de n'avoir que son sac à dos, sa boussole et sa motivation. Et donc le soir venu de faire en sorte d'être hébergé par l'habitant, c'est-à-dire des inconnus qui m'ouvraient leurs portes pour une nuit ou pour plusieurs nuits selon les affinités et le temps qu'ils voulaient bien m'accorder, quoi. Vous mangez à chaque fois chez eux? Ça se passait comment? C'est ça. C'est un voyage qui coûte rien ou presque, c'est-à-dire que je dormais chez eux, je mangeais ce qu'ils m'offraient ou ce que je ramassais sur le bord des chemins. C'est une expérience de décroissance aussi, on va dire. J'ai glané des choses, des fruits, des légumes sur les bords des routes et je me suis nourri comme ça, donc de l'hospitalité des gens, de ce que je trouvais et des quelques choses que j'achetais parfois dans les épiceries des villages que je traversais, quoi. C'est un film qui dure combien de temps? Un film qui dure 1h30, long métrage, documentaire. Donc. Et après, il sera visible où? À la télé ou ça va être comment? Alors, je ne pense pas qu'il sera visible à la télé pour une raison toute bête et toute simple. La télévision ne s'intéresse pas beaucoup aux documentaires et certainement pas quand le documentaire est un long métrage. Donc le film est visible depuis 1 an et demi dans les festivals de films un peu partout dans le monde. Et il est sorti en salle le 26 décembre dernier et il est encore visible dans 4 ou 5 villes de France. Donc pour savoir où il passe, il faut aller sur la page Facebook du film ou sur les pages Allociné pour savoir dans quelle ville il est programmé, quoi. Monsieur Pascal Didier, qu'avez-vous pensé du film du cinéaste? Je l'ai tellement aimé qu'il passe ce soir à Thionville, en fait. On l'a découvert un petit peu par hasard parce qu'on cherchait quelque chose sur le thème du bonheur et je tombe sur ce film. Je vais regarder un petit peu la bande-annonce sur un site. Je commence à chercher. Je m'aperçois que le cinéaste est thionvillois. Du coup, donc, on a demandé à visionner le film en entier. Et c'est une vraie balade à la fois poétique, humaine. Et c'est vrai que vous avez, un petit peu suivi la lutte des sidérurgistes. Vous vous souvenez de cette marche qu'ils ont fait entre Fleuranges et Paris. Et finalement, la marche de Laurence, c'est un peu ça, c'est de partir du sud de la France, monter dans le nord, par ce qu'on appelle la méridienne verte, et d'aller à la rencontre des gens, de leur demander ce qu'était le bonheur pour eux. Et vraiment, il y a une vraie démarche, c'est le cas de le dire, dans les deux sens du terme, poétique, humaine, et qui dit vraiment plein de choses sur ce qu'on peut ressentir du monde dans lequel on vit, de la crise, de la pauvreté, de la façon dont on reçoit les choses et tout. Vraiment, c'est un grand moment de bonheur, on peut le dire, ce film. Et après la projection, il y a 2 économistes qui viennent, ils sont d'où? Alors, il y a le cinéaste, Laurent Haas, et un économiste qui est originaire de Bordeaux et qui a travaillé, puisqu'on était dans la thématique bonheur, qui travaille sur l'idée de bonheur en économie. C'est vrai qu'il y a toute une école d'économistes, mais de philosophes aussi d'ailleurs, qui essaient de réfléchir à donner des curseurs différents pour juger le pessimisme ou l'optimisme d'un pays. Et ça nous semblait intéressant. Et c'est assez amusant, d'ailleurs je le montrerai tout à l'heure pour lancer la rencontre. Il se trouve que Libération lance un forum, je crois, en Bretagne prochainement, qui est sur ce thème-là, après la crise, le bonheur. C'est-à-dire un peu réfléchir dans quel monde on veut vivre.
Le bonheur, c'est se suffire à soi-même, j'ai entendu hier soir à la radio. Ah bon, j'aimais bien la ferme, on était tous là, on vivait tous en famille. Et quand on est tout seul, on est tout seul. Tu te ressources en regardant par la fenêtre? La vie, en fait, la vie. En Occident, on a eu cette tendance d'avoir peur de manquer, donc on inspire, allez, manger, accumuler. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, nous courons tous après la même chose, quel que soit le nom ou le visage qu'on lui donne. Cette chose, je l'ai cherchée au contact des autres, tous ces autres. Des inconnus qui, en me laissant voir un peu de leur vie, ont éclairé la mienne. Je l'ai cherché d'un bout à l'autre du pays. Quelque chose qui ressemble au bonheur. Et vous marchez à pied, vous? Tout le temps? C'est pas évident, ça. Vous faites du stop, non? Non. Bon, d'accord. Donc la grande leçon personnelle tirée de cette expérience, c'est ça, c'est ne nous contentons pas aux gens dont on pense qu'ils appartiennent à la même sphère ou au même univers que nous. On a des choses à partager et à apprendre de tous les autres. Quand on a pensé la rencontre, on souhaitait aussi inviter un sociologue. L'invitation a été faite, malheureusement il a été pris ce soir. C'était David Le Breton qui a écrit Sur la marche, un petit livre que je recommande qui s'appelle Marcher, ou Éloge de la marche d'ailleurs, parce que ça nous semblait aussi intéressant de mêler aussi le regard de quelqu'un qui a réfléchi au fait de marcher. On en parlait aussi tout à l'heure avec les idéologistes. On va arriver à Renaud Gaucher. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, pour moi, économiste et bonheur, c'est complètement antagoniste. Alors, Renaud Gaucher, qu'est-ce que c'est donc que cette philosophie du bonheur sur laquelle vous travaillez? Merci bien. Tu veux que je réponds comme ça sur ce qu'est-ce que l'économie bonheur de manière très rapide. En fait, c'est un champ de recherche, donc c'est extrêmement sérieux, qui a commencé à se développer aux États-Unis. L'article séminal est un article de Richard Easterlin qui date de 1974, et ça s'est développé petit à petit. C'est un mouvement c'est une branche scientifique de l'économie qui est très peu développée en France. Il y a très peu de professeurs compétents à l'université, mais qui est beaucoup plus développée dans le monde anglo-saxon, où la valeur du bonheur a beaucoup plus d'importance. Et l'idée, en gros, c'est, dans l'article d'Easterlin, en fait, Easterlin a montré qu'aux États-Unis, du milieu des années 40 au début des années 70, la richesse avait été multipliée par 2 ou 3, et dans le même temps, le niveau de bonheur des Américains était stable, voire même avait un petit peu baissé. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, qui est que la croissance économique n'apporte pas forcément plus de bonheur. Alors depuis, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, essentiellement dans le monde anglo-saxon. Le paradoxe d'Easterlin a été un peu amoindri. Il y a beaucoup de recherches complémentaires qui ont montré que c'était un peu plus complexe que cela. Donc l'économie bonheur, en fait, c'est croiser les résultats scientifiques de la psychologie du bonheur avec l'économie, avec la démarche économique, et essayer de voir comment on peut penser l'économie à partir de la psychologie du bonheur. Alors, je pense que je suis allé voir un petit peu, notamment ce qui se fait sur la fabrique Spinoza. On constate que la France est un pays extrêmement pessimiste. C'est lié aussi un petit peu à tous ces travaux
Alors, on sait que le pessimisme, on sait que les gens heureux, en règle générale, l'optimisme favorise le bonheur, et le pessimisme, au contraire, le défavorise. Et donc, effectivement, un pays qui est orienté vers le pessimisme, c'est pas forcément une bonne chose, d'autant qu'en France, on a un ancrage culturel qui donne de l'importance au pessimisme. Par exemple, Voltaire, à l'école, certains d'entre nous, parce que je l'ai étudié aussi, ont étudié Candide. Candide, c'est une attaque en règle contre l'optimisme. Il se trouve que entre Leibniz et Voltaire, c'est peut-être pas Voltaire qui a raison, c'est peut-être plutôt d'un point de vue scientifique, c'est peut-être plutôt Leibniz. Mais malheureusement, en France, on va parler de Voltaire, on va parler de sa critique de l'optimisme. En même temps, il ne faut pas croire qu'il faut être tout le temps optimiste. Il y a des situations où le pessimisme est une meilleure option, une meilleure solution que l'optimisme. Quand on prend la route, il vaut mieux être pessimiste. Les gens pessimistes vont avoir moins d'accidents. Lorsque on a des rapports sexuels, il vaut mieux être pessimiste parce que les gens qui sont pessimistes attrapent moins le sida, tout simplement parce qu'ils se protègent plus. Donc voilà. L'optimisme n'est pas une solution à tout. Il ne s'agit pas d'être béatement optimiste. Il faut savoir simplement qu'être optimiste, ça favorise le bonheur, mais que dans certaines situations, et notamment les situations de risque, il vaut mieux avoir un comportement, une pensée pessimiste dans ces situations de risque. Alors, parler de bonheur en temps de crise, est-ce que c'est possible? Alors, ça... D'un point de vue économique. La question est un peu compliquée. D'abord, ce qu'il faut savoir, une crise, ça se matérialise comment? D'abord, le terme de crise, d'un point de vue économique, je ne suis pas sûr qu'on puisse totalement parler de crise, parce que pour parler de crise, il faudrait qu'il y ait une croissance négative, c'est-à-dire une décroissance. Ce n'est pas forcément le cas. On a effectivement, la prévision de l'OCDE est passée de 0,3% de croissance à 0,1% de croissance pour, il me semble, l'année prochaine. On n'est pas dans une situation, on ne pourrait pas dire de crise, parce que 0,1% de croissance, ça ne paraît pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut savoir que ça a été le tarif pendant des centaines d'années, et même pendant des centaines, des milliers d'années, on était en dessous de 0,1% de croissance. Ce qu'il faut se rendre compte aussi aujourd'hui, c'est que le niveau de richesse qu'on a aujourd'hui est quand même nettement supérieur au niveau de richesse qu'on avait. Il y a l'économie bonheur s'est intéressée au chômage et aux chômeurs, et il y a eu, notamment, on sait par exemple que la question est-ce que les chômeurs sont d'affreux paresseux, ou est-ce que ce sont plutôt des victimes d'un système complexe. Les études tendent plutôt à montrer qu'ils sont plutôt des victimes, dans le sens où on a fait la différence entre on a étudié le bonheur des chômeurs et le bonheur des gens qui sont au travail, et on s'est aperçu, que les chômeurs sont en règle générale moins heureux que les personnes qui travaillent. Alors je dis bien en règle générale, c'est-à-dire que bien sûr, il peut très bien avoir des chômeurs qui sont très heureux d'être au chômage, d'avoir le temps, mais en règle générale, les chômeurs sont moins heureux, et ça va même plus loin, puisque il y a des études qui montrent que le fait de tomber au chômage, de tomber dans le chômage, peut être beaucoup plus grave d'un point de vue émotionnel que de perdre un proche ou que de divorcer. Donc le chômage, en termes de bonheur, ça peut être un vrai traumatisme et une grosse perte de bonheur. En même temps, puisqu'on est dans un moment où le chômage est en train de monter très fortement, il y a d'autres études qui ont montré qu'il valait mieux être chômeur lorsqu'il y a beaucoup de chômage, d'un point de vue du bonheur, que chômeur lorsqu'il y a peu de chômage. C'est-à-dire que lorsqu'il y a peu de chômage, un chômeur est beaucoup plus malheureux que lorsqu'il y a beaucoup de chômage, parce que finalement, lorsqu'il y a beaucoup de chômage, le chômage devient la norme, et donc la perte de bonheur devient un peu moins forte. Laurent, tu as rencontré dans ta balade des gens qui vivaient des situations très différentes. Est-ce que, les gens parlent d'eux, enfin ils en parlent un petit peu dans le film, mais est-ce que c'est important? On voit des gens qui vivent avec pas forcément grand-chose
dans ce film. Et pour eux, la notion de bonheur est évidemment extrêmement importante. Et puis ensuite, on va laisser peut-être un petit peu la salle s'exprimer. Peut-être enfin, les gens qui ont des questions, enfin, qui puissent les poser. Voilà. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dire qu'en préambule, je me fais agresser par le vidéoprojecteur, les gens qui sont dans le film et les gens que j'ai rencontrés tout au long de la route ne sont en rien représentatifs de la société française. C'est pas une photographie ethno-sociologique de la population française. Et effectivement, ils appartiennent tous peu ou prou aux mêmes classes sociales. Et donc, ça induit forcément la notion la réflexion qu'on peut porter sur le bonheur quand on appartient à cette classe-là et pas à une autre. Et ce qui est sûr aussi, c'est que je suis parti sans avoir préparé grand-chose, mais avec quand même la conviction intime que le bonheur était à chercher ailleurs que dans l'avoir, dans la possession, dans le matériel. Et donc, quand on commençait à parler et qu'on me disait que le bonheur était associé à la possession, à l'argent, le fait d'avoir un écran plat, une grosse bagnole, un gros salaire ou des vacances à l'autre bout de la planète, généralement, j'approfondis pas plus que ça la rencontre. Et donc, délibérément, et c'est en cela que le film assume cette subjectivité de ma part, délibérément, je m'attardais plus et je m'intéressais plus aux gens qui, de par leur vécu ou leur appartenance sociale, allaient chercher le bonheur plutôt dans l'être, voilà. Dans la vie, voilà. plus que dans les biens. Et du coup, il y a des choses très très profondes qui se disent, quoi. Je pensais à une dame à la fin, je crois que c'est cette dame avec une fille handicapée qui dit comment faire évoluer aujourd'hui pour que ça soit mieux demain. Et tout le long du film, il y a comme ça des choses souvent très fortes qui apparaissent. Je suppose que vous avez probablement des choses à dire, à demander, soit à Renaud Clocher, soit à Laurent Haas, peut-être des impressions sur ce film. Oui, moi je voulais savoir ce qui s'était passé dans le Triangle des Bermudes. Bien, mon ami, comment ça que s'est-il passé dans le Triangle des Bermudes? Ben voilà, oui, je vais vers le rien, c'est-à-dire qu'effectivement... Comment c'était le rien? Ben c'est assez magique ces forêts-là, il y a un moment où on ne sait plus, où on est, si on est en France, dans une forêt, dans un monde parallèle, en Ukraine ou ailleurs, enfin il y avait quelque chose de... J'aurais pas été surpris de croiser des lutins quoi, dans ce moment-là. Et je me disais, il se passe rien, mais tout peut arriver, quoi. Il y a un climat assez particulier. C'est du côté de la Courtine, pour ceux qui connaissent. La Courtine, un des endroits les plus froids de France.